Valérie Liécot, Mercure rouge, roman. Prologue. Ils étaient si beaux avec leur pelage gris, leurs yeux encore fermés. Mais nous ne pouvions pas garder ces chatons. Nous en possédions déjà beaucoup. Le seau était prêt au fond du jardin, rempli d'eau froide qui me renvoyait mon reflet. Maman s'écarta de moi en faisant non de la tête. Elle se désistait. C'était pourtant elle qui avait recueilli leur mère, une chatte presque mourante, et qui venait de mettre bas sa 4e portée. Comme la dernière fois, je pris la décision de le faire à sa place, malgré mes 9 ans. J'en saisis un, au hasard. Je le tins par ses pattes arrière, l'assommai en cognant sa petite tête contre le tronc de l'épicéa, et le plongeai aussitôt dans l'eau. J'attendis jusqu'à ce qu'il ne bougeât plus. Je refis les mêmes gestes avec les suivants. Ma mère avait fermé les yeux, et malgré le silence qui régnait, se boucha les oreilles et pleura. Moi, je ne ressentais plus rien. Il n'y avait pas d'autre solution, sinon les chats deviendraient trop nombreux et ils mourraient de faim. Nous ne pouvions pas tous les nourrir correctement. J'avais vite compris que certains êtres devaient être sacrifiés pour que d'autres survivent et que la nature avait parfois besoin d'être guidée par les humains pour trouver son propre équilibre. Mon instituteur me disait que je réfléchissais comme une personne adulte. Souvent, il m'observait d'un air mystérieux, puis me lançait « Toi, tu iras loin ». Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je me sentais si étrange. Cours pour flic débutant, leçon numéro 1. Alors, c'est donc fini? Qui l'aurait cru? Rémi, tu vas pouvoir enfin reprendre ta petite vie pépère entre la ferme et ton boulot d'agent de quartier. Justement, non. C'est décidé, Jean-Marie. Je veux devenir inspecteur de police. Écoute-moi bien, fiston. Ce n'est pas un boulot dont les parents rêvent pour leurs enfants. C'est un métier à risque, y compris à la campagne. C'est même plus dangereux. Méfie-toi de la fausse tranquillité qui règne par ici. Le mal peut te surprendre par traîtrise. Le jour du meurtre. Sa valise traînait là, grande ouverte, sur la descente de lit moelleuse. Demain, elle comptait quitter ces lieux. Cela ne valait pas la peine de tout déballer pour devoir tout remballer dans moins de 24 heures. Elle saisit juste le minerai, du coltan, mélange de colombite et de tantalite qu'elle avait camouflé au milieu de ses sous-vêtements. À Kinshasa, les douaniers n'avaient pas osé plonger leurs mains dans les soutiens-gorge, strings et petites culottes en dentelle. L'échantillon mesurait 10 centimètres de long sur 5 en large, c'était suffisant pour qu'elle effectue quelques analyses de routine. Elle ne l'avait pas déclaré. Si elle était tombée sur un fonctionnaire en mal de paix, c'était parti pour des discussions sans fin pour se mettre d'accord sur le montant du bakchich à débourser. Les limites de ce jeu étaient si floues. Elle s'était déjà vue privée de son passeport pour avoir voulu exporter une reproduction de la voiture de Tintin au Congo, achetée au marché des voleurs. À l'aéroport de Zaventem, elle avait passé sans problème les contrôles. Une jolie blonde, avec un bagage qui ne dépassait pas les 23 kilos réglementaires, ne figurait pas parmi les profils à risque. De plus, elle s'était arrangée pour se retrouver en même temps qu'un groupe de mamas. Sapées de leurs plus beaux pagnes, de leurs chaussures italiennes dernier cri, les plantureuses femmes avaient ouvert leur malle dans un flot assourdissant de palabres, ce qui finissait toujours par irriter les douaniers belges qui se concentraient tant bien que mal à chercher ivoire, sacs en peau de reptiles ou autres produits interdits. Malgré la diversion qu'elles avaient occasionnée, Heike avait senti ses joues prendre feu. Son portefeuille était en cuir de Varan. Si les douaniers l'avaient découvert, elle aurait subi une fouille minutieuse. Il serait tombé sur l'échantillon de coltan. Qu'aurait-elle encouru? Elle n'en savait trop rien. Mais ils auraient pu lire les lettres qu'elle avait ramenées du Kinshasa. Qu'aurait-il alors pensé de Madame Heike Deckerschiter? L'aurait-il trouvée toujours aussi innocente? Elle avait pris un risque en apportant cette correspondance ici. Elle avait voulu tout relire une dernière fois, s'attarder sur chaque phrase, chaque mot, chaque ponctuation. Le ton était tantôt menaçant, tantôt compréhensif,
Toutefois, un ultimatum lui avait été posé noir sur blanc. Les lettres n'étaient plus que cendres dans le foyer ouvert. Elle s'était levée à l'aube pour les détruire. Elle était soulagée. Cela faisait 2 jours qu'elle était revenue incognito de la RDC, la République démocratique du Congo. Elle ne s'était jamais faite à ce nouveau nom. Enfant, son grand-père lui parlait souvent du Zaïre et elle l'écoutait avec des yeux remplis d'excitation. Devenue adulte, elle avait réalisé son rêve en découvrant ce pays-continent grâce à son métier. Là-bas, elle se sentait vivre pleinement, rire à pleine gorge, négocier le moindre sou sur les marchés, accepter le désordre, le retard systématique, la fatalité et s'en remettre à Dieu. Bref, l'opposé de sa Flandre natale. Mais cette fois-ci, le voyage lui avait pesé. Elle n'avait pas supporté d'être toujours entourée de monde aussitôt qu'elle avait ouvert un œil. Elle avait ressenti le besoin d'être seule pour réfléchir, surtout après sa dernière escapade à Kwilungongo, la ville sucrière où son grand-père avait été engagé comme ingénieur durant la période coloniale. C'était de lui qu'elle avait hérité la fibre scientifique. À Kwilungongo, elle avait consulté le médecin-chef. Un sourire se dessina sur ses lèvres fines. Il devint aussi vite amer et un voile triste embua ses yeux bleus. Elle avait effectué un premier test urinaire, puis un deuxième, hier soir pour être sûre. Le résultat était le même. Elle se toucha le ventre et fut prise de vertige. Pour penser à autre chose, elle ouvrit son nouvel agenda de 2018 à la date du jour, dimanche 14 janvier. Dans une semaine, elle se rendrait à Tavaux, dans le Jura, sur le site de Solvay, la plateforme chimique la plus importante de France. Un boulot monstre l'y attendait. Elle soupesa la pile d'enveloppes déposées à côté de son ordinateur portable. Des invitations à des conférences, des documents pour sa comptabilité et quelques publicités pour des opérateurs de téléphonie. Rien de compromettant. Elle s'en occuperait dans l'après-midi. Elle attrapa son anorak, l'enfila et sortit. Leur maison de campagne en pierre typique du Condroz était plutôt modeste. À l'étage, une chambre avec un coin douche, un grenier mansardé. En bas, 3 pièces dans la cuisine qui donnaient sur un jardin ceinturé par une haie de thuya. Après, un rectangle de pelouse s'étalait une mare, d'un rond presque parfait, où flottaient quelques nénuphars et où venaient s'abreuver de nombreux oiseaux. Un saule pleureur fournissait une large zone d'ombre qui permettait l'été de supporter les jours de canicule de plus en plus fréquents. Le nord perdait le nord. Sous l'arbre protecteur se trouvait un banc en pin à la peinture vert écaillé, entouré de sculptures représentant des champignons géants amanites tumouches. Une idée enfantine de Rutger, son mari. Du haut de son mètre 89, il avait décrété que leur résidence secondaire avait appartenu à Snevidja and de Zeve de Vereux, Blanche-Neige et les 7 nains. Une maison minuscule encerclée de bois. Un décor de conte de fées. Rutger, que faisait-il? Sûrement en compagnie de ses parents, avec sa mère qui lui concoctait un copieux repas dominical. Il devait encore plancher sur son projet publicitaire. Perfectionniste, il peaufinerait son travail jusqu'aux petites heures de la nuit. Elle repensa au test de grossesse qu'elle avait effectué et la sensation ambiguë que le résultat lui avait procuré. Avant d'entrer dans la grange qui faisait office de garage, elle jeta un coup d'œil coupable aux pots de géranium sur les appuis de fenêtres. Elle avait oublié de les rentrer avant l'hiver. Les rares gelées avaient été brèves, mais cela pouvait suffire pour qu'ils ne fleurissent pas ce printemps. Toujours cette vie pressée, courir à gauche, à droite. Monter dans un avion, puis dans un taxi, il fallait que cela cesse. Elle lèverait le pied dès avril, elle se le promit. Être consultante freelance était un leurre. Elle pensait être plus libre. Elle avait trop accepté. Combler son manque d'enfant par l'argent. Ralentir. Avoir plus de moments pour elle, pour Rutger, pour eux. Elle l'avait négligé. Il l'avait négligé. Il s'était négligé. Elle pouvait conjuguer ce verbe à l'infini. Déjà plus d'1 an que ce mal s'enlisait. Depuis qu'elle s'était isolée ici, elle voyait cependant plus clair dans ses sentiments. Le brouillard de mensonges dans lequel elle nageait depuis plusieurs mois se dissipait. Elle chevaucha son Amsterdamer, le cadeau de mariage que lui avaient offert ses beaux-parents. Elle était d'ailleurs immortalisée sur celui-ci
avec son mari la tenant d'une main de fer par la taille. Il avait envoyé cette photo à tous les invités présents à la fête, puis l'avait fait agrandir et encadrer pour l'accrocher au-dessus de leur lit. Sur le guidon, il y avait encore un long morceau de ruban en tissu rouge vif qui avait servi pour l'emballage. Heike et Rüdiger Deckerschiter, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Cette phrase lui avait paru tellement solennelle, surtout prononcée avec ce ton grave du bourgmestre. La cérémonie religieuse avait été émouvante, la fête mémorable. Rüdiger avait un regard pétillant qui ne l'avait plus quitté pendant des jours. Cette étincelle dans les yeux, il l'avait rarement ces temps-ci lorsqu'elle se trouvait avec lui. En juillet, ils scelleront 7 ans de mariage. Un cap crucial. Il fallait le franchir comme une course d'obstacles de 110 mètres haies, lui avait expliqué son père, ancien recordman de Belgique. Il lui avait précisé que la dernière barre était la plus difficile. Heike le confirmait. Cette 7e année de vie de couple avait été laborieuse. Pour penser à autre chose, elle admira le paysage. Elle avait appris à aimer cette région, les champs, les prairies, les forêts qui se métamorphosaient chaque saison, les constructions en pierre du pays qui donnaient ce cachet moyenâgeux, renforcés par les nombreux châteaux qui se camouflaient au fond d'un parc boisé. Malgré la pluie glaciale qui tombait, Heike éprouvait du plaisir à se balader en vélo. Il suffisait de bien se couvrir, de ne pas se laisser influencer par tous ces pessimistes et leurs leitmotifs. Quel temps! On ne peut rien faire. Évidemment qu'on pouvait toujours faire. Elle ne croisa personne en traversant les villages de Moïville et de Scoville. Avant d'arriver à Si, sa destination, une longue sapinière l'absorba tout à coup dans son obscurité. Parvenue au sommet d'un faux plat, la lumière du jour perça à nouveau et dévoila la ferme du moulin, totalement isolée, dans un creux. Une descente l'emporta ensuite jusqu'aux premières habitations. Au premier carrefour, elle tourna à droite et fut surprise par la récente éolienne qui semblait à portée de main et qui gâchait désormais la vue. Elle s'arrêta quelques centaines de mètres plus loin, devant des maisons jumelées quasi neuves, en briques claires, qui marquaient la fin du village vers cette sortie. Les sœurs Pearson étaient apparemment absentes, aucune voiture dans les allées parallèles, aucune cheminée ne crachait de fumée. Elle descendit néanmoins de son vélo pour s'en assurer et actionna au hasard la cloche de bronze de l'une des 2 villas. Des chiens aboyèrent, une cacophonie qui rebutait sûrement les intrus. Elle n'insista pas et se précipita en face chez leurs parents qui occupaient la ferme familiale bicentenaire. Elle n'eut pas le temps d'appuyer sur la sonnette qu'un homme de petite taille entr'ouvrit la porte avec lenteur. Marcel Pearson avait les yeux cernés et bien que la première étendue d'eau salée se situât à plus de 300 kilomètres, son visage buriné rivalisait avec la peau d'un vieux marin. « Heike ! Bonjour. Mais que fais-tu à vélo par Stein ? Bonjour Marcel. Tu sais, la pluie, ça ne me dérange pas. Si on devait attendre qu'il fasse beau, alors on resterait souvent enfermé. Tu mets un bon anorak et go. Rita et Bénédicte ne sont pas là ? » Heike le tutoyait non par familiarité, mais parce que le vouvoiement en français lui avait toujours paru compliqué. « Ben non, fille. Le week-end, elles conduisent leurs enfants à gauche et à droite. Basket, volley-ball, musique. No diju. Ça leur ferait du bien de les laisser mietter tranquilles. » Elle traduisit mentalement. Nom de Dieu, ça leur ferait du bien de les laisser un peu tranquilles. Plus de 7 ans d'immersion commençaient à porter leurs fruits. Elle imagina rajouter sur son profil LinkedIn « Comprend le wallon, du moins celui de cette région ». Cela provoquerait des sourires chez certains, de la curiosité parmi les anglo-saxons. Bon, tant pis, je voulais leur acheter des fromages. Je repasserai peut-être demain avant de rentrer à Sint-Idesbald. Mais t'es pas venu pour Rennes, tu veux quoi ? Celui avec du raisin sec et un autre avec du piment. Allez, suis-moi, dit-il en claquant la porte derrière lui. Marcel traversa la rue en faisant mine de ne pas entendre Agathe qui lui ordonnait de se vêtir. Sa femme avait pourtant raison d'insister. D'ailleurs, lorsque l'air humide et froid s'engouffra dans ses bronches, il déclencha une nouvelle quinte de toux. Il n'eut pas besoin de tourner la clé dans la serrure, l'atelier était resté ouvert. Ses filles étaient trop confiantes. Ce n'était pas parce qu'ils habitaient juste en face et que leur chien aboyait pour un oui ou pour un non qu'elles étaient à l'abri d'un cambriolage. « Qui volerait des fromages ?» lui rétorquait-elle.
mais de nos jours, les gens dérobaient tout et n'importe quoi. Pour preuve, Philippe Collignon, qui vivait à une centaine de mètres de là à vol d'oiseau, s'était retrouvé attaché sur une chaise chez lui en pleine journée. Marcel dénicha les fromages dans l'un des grands frigos professionnels, les emballa dans un papier alimentaire et les tendit à Heike. « Je te dois combien ?»« Je n'en sais rien, m'fille. Tu t'arrangeras le prochain coup avec elle. »« Oh, ça m'embête de partir sans payer. Je repasserai demain sans faute avant de rentrer chez moi. »« Comme tu veux, c'est pas urgent. Une yatte de café pour te réchauffer ?»« Non, merci. J'ai déjà pris 2 tasses ce matin et j'ai du boulot qui m'attend à la maison. Passe bien le bonjour à Agathe. » Elle avança la main pour le saluer, mais c'était inutile, comme toujours. Il vint vers elle et l'embrassa sur la joue. Elle remonta sur son vélo. Comme par instinct, avant de s'élancer, elle souleva la tête. Elle avait bel et bien ressenti une présence au-dessus d'elle. Quelqu'un l'épiait. Une silhouette se profilait derrière un fin rideau rouge à l'étage. Probablement Rémi, le fils aîné du fermier, le vieux garçon de 36 ans ne semblait pas prêt de déloger de chez ses parents. Elle l'avait toujours trouvé spécial. Roger le fréquentait depuis l'enfance et l'appréciait pour son côté naturel, comme un antidote à la superficialité du milieu de la publicité. Mais sous ses airs de gars simple de la campagne, Rémi la mettait parfois mal à l'aise. Comme avant-hier, il avait fallu qu'il passe au moment où elle sortait du taxi. Il s'était arrêté et avait baissé sa vitre pour la saluer. Toujours cette manie de vous dévisager et de vouloir pénétrer vos pensées. Il avait eu cette attitude quand il lui avait demandé si Roger était là. Elle avait improvisé en inventant qu'elle préparait une surprise pour lui et qu'il ne fallait surtout pas qu'il sache qu'elle était ici. Un frisson parcourut son échine. Elle devenait parano. Il ne pouvait pas être au courant. Rémi n'avait jamais mis un pied en République démocratique du Congo. D'ailleurs, il avait la tête de quelqu'un qui n'était jamais allé plus loin vers le nord, jusqu'à cette mer du même nom, ou plus au sud, vers la frontière luxembourgeoise. Comment pouvait-on rester toute une vie dans cet endroit ? La silhouette disparut. Elle s'élança. La pluie tomba de plus belle et brouilla sa vue. Le village était plongé dans une sieste collective. Cela ne lui déplaisait pas. En quelque sorte, elle était venue effectuer une retraite. Ce ciel gris austère, couplé à un silence monacal, lui convenait parfaitement. Il y avait dans ce séjour clandestin quelque chose qui frisait le mystique. Elle ne saurait pas dire pourquoi. Le sentiment que sa vie allait prendre un nouveau départ. L'eau qui dégoulinait maintenant sur son visage la lavait peut-être de ses péchés. Elle n'était pas une catholique pratiquante, mais les notions du bien et du mal étaient solidement incrustées en elle. Juste au moment où elle bifurquait sur la gauche pour quitter le village, son pneu avant creva. « Jaude vers Noma !» jura-t-elle. Devait-elle retourner vers la ferme des Pearson ou marcher jusqu'à chez elle ? Elle n'eut pas le temps de répondre à sa question. Un jogger d'une 30aine d'années, trempé de la tête aux pieds, s'arrêta à sa hauteur. « Un problème ?» demanda-t-il essoufflé, tout en penchant le torse pour appuyer ensuite ses mains sur ses cuisses. « Ya, j'ai crevé et j'ai encore quelques kilomètres à faire. » Il décela tout de suite son accent flamand. Il trouva délicats les traits de son visage. Une peau fraîche et rosée, des yeux bleu ciel dans lesquels on avait envie de se perdre. Cela le motiva. Il était toujours plus facile de venir en aide à une jolie femme en détresse. « Suivez-moi, je peux vous réparer ça en moins de 2 secondes. » Heike s'exécuta, même si l'excès d'enthousiasme de ce sauveur lui parut quelque peu exagéré. Il l'emmena devant une façade en briques rouges, coincée au milieu d'une rangée de 5, qui ressemblait plutôt aux maisons ouvrières du nord de la France ou du Hainaut. L'homme lui expliqua qu'il avait emménagé depuis peu avec sa femme et leur petit garçon. Heike remarqua d'ailleurs un siège enfant sur la banquette arrière de la BMW garée devant chez lui. La cloche d'église tinta une fois. 13 heures. Elle adorait ce son. Au moment des vêpres, les cloches résonnaient, pendant plusieurs minutes, à travers le village et sa campagne environnante. Elle rythmait le temps pour le rendre sans doute moins long. Le jogger ôta son bonnet et secoua son épaisse chevelure noire avant d'entrer chez lui. Il avait les mollets puissants, moulés par un collant. Son kawaii ne camouflait aucun bedon. C'était un vrai sportif et non un homme qui venait de se mettre au footing pour espérer retrouver sa ligne.
Il revint rapidement avec le matériel nécessaire. Il ôta la roue avant, puis la chambre à air. Il trouva très vite la crevaison et appliqua une rustine. « Waouh! T'es rapide, toi. Je fais pas mal de vélo. J'ai l'habitude. » « Eh bien, merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Heike. Heike Decker-Schitter. Et toi ?» lui lança-t-elle en tendant la main. « Loïc. Loïc Kerjean. Je peux t'offrir un café? Ça va te réchauffer et ainsi je te présente ma petite famille ?» proposa-t-il en la tutoyant puisqu'elle venait de le faire. « C'est très gentil, mais j'ai déjà eu ma dose de caféine ce matin et j'ai vraiment du boulot qui m'attend chez moi. »« Alors, à une prochaine fois, j'espère, » dit-il un peu déçu par son refus. Il patienta sur le pas de sa porte jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la pluie, puis rentra chez lui. Après quelques secondes d'hésitation, Heike opta pour un petit détour. Un Anglais fortuné avait racheté une portion de forêt à l'arrière de la ferme du moulin et avait fait construire une maison à l'architecture très contemporaine. Un toit plat, de gigantesques baies vitrées et plusieurs terrasses en bois, chacune orientée vers l'un des 4 points cardinaux. Le propriétaire possédait des chevaux prestigieux, dont le pur sang Arabian Beauty que Heike venait parfois admirer. 2 voitures, dont une Land Rover, étaient stationnées dans la cour. Risquait-elle de déranger ses visiteurs ? Le gardien lui avait dit plusieurs fois qu'elle pouvait passer quand elle voulait. Elle descendit de son vélo, puis s'immobilisa devant les écuries. Une conversation plutôt animée s'échappait de la porte métallique entr'ouverte. Elle ne savait plus trop quoi faire. Frapper, entrer, puis faire comme si elle n'avait rien entendu. Mais ce qu'elle venait de surprendre était embarrassant. Elle préféra déguerpir pour ne mettre personne mal à l'aise. Après être remontée sur son Amsterdamer, elle fit un sprint et ne se retourna pas lorsque derrière elle grinça l'immense porte de l'écurie. À défaut d'avoir pu saluer les chevaux de course, elle se consola en fonçant en direction du château de Rail. Ses doigts étaient rougis par le froid et commençaient à lui faire mal. Elle l'accepta comme un châtiment corporel. Elle repensa à Roger, son premier amour, malgré leur différence d'âge. Unis pour le meilleur et pour le pire. Cette expression prenait tout son sens aujourd'hui. Alors qu'elle rêvassait, un véhicule surgissant de nulle part la dépassa et la frôla au point qu'elle dut faire un écart sur l'accotement. Son vélo s'enfonça dans la gadoue. Un peu plus loin, la voiture s'était immobilisée. Heike supposa que des excuses allaient suivre. Depuis combien de temps avait-elle perdu connaissance ? Rêvait-elle ? Où se trouvait-elle ? Elle se rappela s'être promenée dans la forêt, écrasant des milliers de feuilles et de branches mortes. Ce bruit se répétait maintenant à l'infini dans son crâne. Elle se souvint de la personne qui marchait à ses côtés et de leur conversation très étrange. Ce n'était ni un rêve, ni un cauchemar. Non, elle étouffait. Un liquide froid inondait ses poumons. Sa tête devint lourde, ses forces l'abandonnèrent. Elle se sentit mourir. Sa dernière pensée fut pour Roger et les enfants qu'ils n'auraient jamais ensemble. Cours pour flics débutants, leçon numéro 2. Ah, les femmes, notre foutu tendon d'Achille. Ça dépend, Jean-Marie. Elles peuvent nous apporter l'équilibre ou nous faire vaciller. C'est qui tout double. D'ailleurs, si tu veux qu'on demeure amis, Rémi, ne me demande jamais d'avis sur une gonzesse. Ok ? Sauf s'il s'agit d'une affaire criminelle, bien sûr. Entendu. 9 jours avant la découverte du corps. L'appareil électromyographique lui confirma qu'il était bien dans le muscle. Le docteur Didier Willems injecta le produit, puis retira l'aiguille du mollet. Il comprima le site d'injection avec une compresse stérile, puis relâcha une dizaine de secondes plus tard. Au même endroit, il apposa un sparadrap rond avec un dessin de Mickey, thème inapproprié pour cette femme de 29 ans, mais il n'avait rien d'autre sous la main. Lydie Van Houten n'avait éprouvé aucune douleur, tout comme la première fois. Une demi-heure auparavant, elle avait ingurgité un dérivé morphinique et des écouteurs lui avaient délivré de la musique classique pour la distraire. Elle commencerait à ressentir les effets bénéfiques du traitement dans quelques jours. Avec le temps, cela se dégraderait peut-être et il faudrait sans doute recommencer.
Elle devait s'y faire. Le spécialiste en médecine de rééducation, un quadragénaire au physique de marathonien, retourna s'asseoir derrière son bureau et nota un nouveau rendez-vous sur son agenda pour dans 3 mois. Tandis qu'il lui tendait la carte de visite, il se rendit compte qu'il avait très peu parlé avec cette patiente depuis qu'elle s'était allongée sur sa table d'examen. Il avait embrassé la médecine telle une vieille fille qui aurait trouvé son prince charmant et qui ne le lâchait plus. Les consultations s'enchaînaient, lui laissant peu de temps pour discuter. Cependant, pour cette jeune et jolie femme, aux yeux bruns clairs et dont le corps avait été sculpté avec délicatesse par la danse, il fit une exception. Il avait été touché par son histoire. Pourquoi elle, plutôt qu'une autre? Son destin si tragique, sans doute. Tant d'efforts pour arriver au sommet d'un art et tout à coup, une carrière qui se brise. Les accidents étaient toujours stupides et tellement injustes, mais le sien l'était plus encore. Après avoir bénéficié de longs mois de rééducation en Suisse, là où elle résidait au moment de sa chute, Lydie Van Houten avait recours à des injections de toxines botuliques, celles-là même utilisées en médecine esthétique. « As-tu eu des effets secondaires la dernière fois ?» fut la seule question qui vint en tête du médecin. « Non, absolument rien. » Elle mentait. Elle en avait ressenti. Toutefois pas de ceux auxquels le spécialiste pouvait s'attendre. Juste après l'injection, elle avait pleuré plusieurs nuits d'affilée. Cette jambe, ce bras ne pourrait plus jamais la faire danser comme auparavant. Ce produit qui devait améliorer sa marche l'avait, paradoxalement, attristée. Ce handicap physique la marquait au fer rouge et pour toujours. Angelica Sidler, son infirmière attitrée, croyait au miracle et cette foi inébranlable n'avait pas aidé Lydie à effectuer plus tôt le deuil d'un corps normal. « Eh bien, tant mieux, si tu n'en as pas eu. Cela signifie que les doses de toxines botuliques sont adaptées pour ton cas. Ta spasticité qui gêne ta marche va encore diminuer, tu verras. » Spasticité, augmentation exagérée du tonus musculaire. Un mot inconnu pour elle jusqu'à il y a 1 an. C'était l'une des séquelles de son traumatisme crânien et contrairement à ce que l'on pouvait penser, cette majoration du tonus était très invalidante. Les muscles de son hémicorps droit, surtout ceux de sa jambe, se contractaient de façon anormale et provoquaient une marche sur la pointe des pieds. L'ironie du sort pour une danseuse étoile. Tandis que son bras, elle le maintenait en position pliée, avec la main qui avait tendance à se fermer, comme si elle était prête à donner un coup de poing à la cruauté du destin. Un corps qu'elle avait heureusement bien assuré, à la manière des sportifs de haut niveau. Alice Van Houten, mère prévoyante, l'avait poussée dans ce sens. Malgré l'inactivité professionnelle à laquelle elle était désormais contrainte, elle conservait un train de vie correct, du moins pour le moment. Elle voulut toucher un mot de ces crises d'angoisse qui la maintenaient souvent éveillée toute une nuit. Mais elle se tut. L'attention du docteur Willem s'était déjà détournée vers la porte et le prochain patient. Ils se saluèrent. Une autre fois, peut-être. Elle fut tout à coup pressée de quitter cette clinique privée, située en plein cœur du quartier européen de Bruxelles. Elle ne supportait plus les odeurs de désinfectants, ces bruits étouffés qui lui rappelaient de mauvais souvenirs. Angelica Sidler l'attendait en faisant les 100 pas dans le couloir. Au fil des mois, l'infirmière tenait plus le rôle d'une dame de compagnie que d'une soignante. Avec son chignon où les cheveux gris l'avaient emporté sur les noirs, son tailleur pantalon bleu marine très strict, la Suissesse ressemblait à une hôtesse de l'air en fin de carrière. Un sourire forcé éclaira le visage de celle-ci lorsqu'elle aperçut Lydie. Elle cachait mal sa déception de ne pas avoir pu assister aux soins. Mais Lydie voulait lever peu à peu cette dépendance qu'elle avait vis-à-vis de cette femme. Elle venait d'ailleurs d'acquérir une voiture à boîte automatique qui lui serait livrée d'ici peu. Elle pourrait alors se déplacer sans l'aide de son chaperon. Lydie reconnaissait cependant que sans Angelica, ses progrès auraient été nettement moindres. Les gens qui croient dur comme fer au miracle vous poussent toujours vers le haut. C'était sa chorégraphe qui la lui avait conseillé après la sortie des soins intensifs. Lydie se souvenait vaguement avoir signé au bas d'une page et qu'ensuite, telle une fée, Angelica Sidler s'était occupée de tout. Accélérer son admission dans un centre réputé de rééducation à Genève, adapter avec un ergothérapeute son appartement à Lausanne pour qu'il convienne mieux à ses troubles physiques, et enfin, l'aider à revenir à Bruxelles,
la ville qu'il avait vue naître. Ce chaperonnage devait toutefois s'interrompre. Pourquoi n'avait-elle pas eu le courage de lui dire non lorsqu'Angelica lui avait proposé de poursuivre ses services en Belgique? Peut-être la peur d'affronter la solitude. Lydie n'avait plus aucune réelle attache dans ce pays. « Ça va? Tout s'est bien passé ?» demanda Angelica Sidler avec cette pointe d'accent germanophone. « Oui, impeccable. Et c'est pour quand le prochain rendez-vous ?» ajouta-t-elle presque déçue que tout se soit bien déroulé sans elle. « Dans 3 mois. » « Ouf, ce n'est pas pour tout de suite. Il avait encore beaucoup de retard, notre cher docteur Williams. Il faudra que je t'amène au moins 30 minutes plus tard que l'heure prévue. »« La prochaine fois, je viendrai seule. » Angelica l'entraîna vers la Mini rouge et prit place derrière le volant. Elles atteignirent le square de Montgomery sans subir de bouchons, ce qui les étonna. C'était pourtant le début des soldes. La voiture s'engouffra dans le boulevard Brian Whitlock. Angelica se gara devant l'immeuble qui abritait le pied-à-terre bruxellois de Lydie. La façade typique de l'art nouveau de Victor Horta lui conféra un cachet indéniable et avec la Commission européenne implantée non loin de là, Lydie pourrait louer son appartement à très bon prix si jamais, un jour, elle venait à manquer d'argent. Lydie aimait les quartiers chics, elle ne pouvait s'en cacher. Elle avait adoré Lausanne, cette ville à la réputation sécurisée, et où elle avait pourtant failli mourir. Comme cette existence de danseuse étoile lui paraissait vaporeuse désormais. Avait-elle vraiment vécu ces instants de gloire ? Elle en doutait de plus en plus. Il était presque midi, mais la lueur du jour était crépusculaire. Le vent gonflait les imperméables et s'amusait à retourner les parapluies. Angelica tint Lydie par la taille pour la stabiliser et l'entraîna vers le hall d'entrée. Les 2 femmes empruntèrent l'ascenseur exigu et sortirent au 3e étage, le dernier de l'immeuble. Lydie introduisit la clé dans la serrure au prix de quelques efforts. Elle aurait pu le faire sans problème de la main gauche, sa main dominante, mais elle s'acharnait avec la droite pour que son cerveau n'oublie jamais de l'utiliser. L'ergothérapeute avait insisté sur ce point. Au moment d'appuyer sur la poignée, Angelica empoigna son bras et son regard s'illumina tel des yeux de chat au milieu de la nuit. « Lydie, il y a une surprise pour toi. » Un mauvais pressentiment l'envahit aussitôt. Les surprises, elle s'en méfiait, désormais comme de la peste. La fête d'anniversaire improvisée dans le loft de Sacha Zoubarev, l'étoile montante de la danse classique, en était la preuve. Ce jour-là, elle avait basculé dans le vide depuis la terrasse du 2e étage. Lydie déposa les clés sur la console du vestibule, ôta son manteau de fausse fourrure blanche et le pendit au porte-manteau en forme d'arbre. Elle avança vers le salon et la salle à manger qui occupaient, comme de vieux colocataires, une large pièce rectangulaire, très lumineuse par ciel bleu, grâce à ses hautes fenêtres qui donnaient sur le boulevard. Elle n'y vit rien de spécial. Toujours l'interminable table en chêne avec les habituelles bougies décoratives, les chaises jaunes transparentes aussi belles qu'inconfortables, le canapé en L brun avec ses nombreux coussins couleur chair, au pied duquel traînaient quelques revues d'art. Elle se retourna vers Angelica. « Alors, elle est où cette surprise ?»« Continue, c'est dans ta chambre », s'enthousiasma encore plus l'infirmière. Lydie se crispa davantage, sa main droite se referma complètement et ce qu'elle découvrit à l'intérieur de sa chambre à coucher confirma ses craintes. « Qu'est-ce que tout ça ? » ?»« Eh bien, tu vois, avec la complicité de ta voisine de palier, j'ai fait revenir une partie de tes affaires de Lausanne pour que les déménageurs montent tout ceci pendant que nous étions à la clinique. Tous les emballages sont déjà partis au tri. Ne t'inquiète pas, ça ne t'a rien coûté. C'est un cadeau de la part de la troupe des danseurs et des chorégraphes. Ils ont tous contribué, c'est formidable. » Comme si c'était l'argent le problème. Lydie ne souhaitait pas replonger dans sa vie de ballerine. C'était du passé, mort et enterré. Elle haussa les épaules, la droite cafouilla un peu. Elle parcourut d'un œil mélancolique les superbes photos, tout encadrées sur un fond gris métallique, déposé par terre, dans l'attente de trouver une place en hauteur. Trop de portraits, c'était presque effrayant. Cela ne l'avait jamais frappé auparavant. Un vrai culte de la personnalité dont sa mère avait été l'instigatrice depuis son plus jeune âge. Lydie, adulée par Alice,
par ses professeurs, par son public et bien sûr par les hommes. Elle avait même servi de modèle pour des marques de vêtements. Elle avait aussi participé à un clip vidéo du célèbre rappeur T-Bone, dont elle n'avait jamais entendu parler dans son milieu. Elle s'était demandé ce qu'une danseuse classique ferait parmi des bombasses en bikini. Le choc des cultures avait inspiré le réalisateur et l'effet avait été plutôt réussi. Plus de 30 millions de vues sur YouTube, le nouveau baromètre du succès. Parmi les photos, il y avait celle où, âgée d'à peine 1 an, sa petite main dodue recevait un baiser de Rudolf Nureyev peu avant sa mort dans les mythiques coulisses de l'Opéra de Paris. Sa mère avait voulu rencontrer le célèbre danseur tatar qui était passé à l'Ouest et qui était devenu une légende de son vivant. Un travail de pied inégalable, du jamais vu et qui ne se verrait peut-être plus jamais avant longtemps. Alice Van Houten avait la conviction que ce baiser que sa fille avait reçu de Nureyev lui porterait chance. Ce fut le cas jusqu'à ce terrible accident. Sur son bureau, les déménageurs avaient placé une caricature de Maurice Béjart, dédicacée de la main du maître. Elle dévia ensuite son regard vers le miroir sur pied, planté entre les 2 fenêtres. Il lui renvoyait aujourd'hui l'image d'une jeune femme au destin brisé. Combien de fois s'était-elle contemplée pour vérifier que son maintien de tête était parfait? L'envie de le fracasser d'un coup de poing lui traversa l'esprit. Elle avança à pas feutrés vers sa garde-robe. Toutes ses tenues de danse y étaient suspendues, prêtes à être revêtues. Comme si rien n'avait changé et que tout allait reprendre comme avant. Mais non, plus rien ne serait jamais comme avant. L'injection de toxines botuliques qu'elle venait de recevoir lui rappelait qu'il fallait oublier cette vie. Les applaudissements, les autographes à la fin du spectacle, cette gloire euphorisante. Angelica Sidler avait sans doute cru agir pour le mieux. Mais le mieux était l'ennemi du bien. Lydie ne voulut toutefois pas provoquer de vagues et se tut. Alors, contente? C'est très important que tu replonges dans ton univers. Je sentais qu'ici, c'était juste un lieu de passage, sans aucune âme. Avec tes effets personnels auprès de toi, tu progresseras encore plus. Tu as eu une excellente idée, mentit-elle pour la 2e fois de la journée. Lydie pourrait lui crier qu'elle avait atteint le maximum de récupération et que ses théories sur les pouvoirs inexplorés du cerveau, elle pouvait se les mettre dans son cul. Ses pensées étaient volontiers vulgaires depuis l'accident. Sa neurologue en Suisse lui avait longuement expliqué que c'était habituel, après un grave traumatisme crânien, de développer un syndrome frontal. Encore du jargon médical qui était passé dans son vocabulaire quotidien, tout ça pour dire avec des mots savants qu'elle était désinhibée et que, par exemple, elle exprimait sans filtre ce qui lui traversait l'esprit. Mais depuis quelques semaines, les paroles restaient plus volontiers bloquées, preuve que son syndrome frontal s'atténuait. « Je suis heureuse que cela te plaise, Lydie. Tu veux que je prépare quelque chose à manger? Tu dois être si fatiguée. »« Non, je n'ai pas faim. Profites-en, prends le reste de ta journée. Je me repose et puis je dînerai en ville. »« Tu es sûre? Tu vas sortir toute seule? »« Absolument, comme une grande fille. J'ai envie de voir autre chose que les murs de cet appartement. En plus, je dois me refaire une garde-robe. Mes cuisses sont fondues. J'ai besoin d'autres pantalons. »« Ok, comme tu voudras. Mais sois prudente. Il y aura un monde de fous avec le début des soldes. » Angelica Sidler quitta la chambre, un rien vexée. Lydie prenait de plus en plus ses distances, elle le sentait. Cela la contrariait, car elle risquait de ne plus avoir besoin de ses services. Son job était facile, sa patiente agréable, quoique parfois un rien capricieuse. L'infirmière avait surtout pris goût à vivre dans ces quartiers bourgeois de Lausanne et maintenant de Bruxelles. Elle soupira et disparut dans la cuisine. Lydie avait le moral aussi gris que le ciel. Elle se faufila sous l'épaisse couette qui recouvrait son lit en fer forgé. Elle dégagea le médaillon d'en dessous de son pull au vert et l'ouvrit. Sa mère, âgée de 20 ans, lui souriait à pleines dents sur la minuscule photo. Elle était devenue danseuse étoile pour concrétiser l'ambition inachevée d'Alice Van Houten. Lydie avait intégré le Béjart Ballet Lausanne en 2008, malgré la mort de son mythique fondateur. Alice avait tout juste eu le temps de savourer la réussite de sa fille avant qu'un cancer du sein ne l'emporte, il y a 6 ans. À force de s'être consacrée à la carrière de son unique enfant, elle avait oublié de s'occuper de sa santé, le bien le plus précieux qu'aucun argent ne pouvait remplacer. Lydie pouvait en témoigner.
Après le décès de sa mère, quelque chose en elle s'était fissuré. Elle s'était mise à sortir, à boire, à fumer cigarettes et cannabis pour embuer son esprit, l'empêcher de penser et éviter que la tristesse s'infiltrât dans sa vie. Elle s'était retrouvée ivre sur la terrasse de Sacha, au 2e étage. Le drame, la chute, le trou noir. Pourquoi était-elle tombée? Aucun souvenir et nul témoin. Les médecins l'avaient plongée plusieurs jours dans un coma artificiel pour limiter les dégâts au cerveau. À son réveil, tout stimulus lui procurait un mal de crâne insupportable. Les infirmiers lui apportaient cette échelle de la douleur, avec ses visages de plus en plus mécontents. Elle pointait le doigt vers le plus rouge, celui avec les yeux très fâchés. Elle se souvint aussi de cette fatigue qui accompagnait chaque geste de la vie quotidienne. Prononcer la moindre syllabe, ouvrir la bouche pour manger, se tenir assise sans tanguer. Son côté droit ne lui répondait plus. S'ensuivirent de pénibles mois de rééducation et l'aide précieuse d'Angelica pour en arriver là où elle se trouvait. Dès qu'elle eut la capacité de le faire, elle avait commencé à écrire ce qu'elle appelait ses semaines de calvaire. Dans son malheur, elle avait la chance d'être née gauchère. Sa plume était crue, mais les soignants à qui elle avait montré ses textes avaient qualifié celle-ci d'originale. Un kiné l'avait même classée dans le genre thriller, se demandant comment elle s'en sortirait si son syndrome frontal n'allait pas lui jouer de mauvais tours et l'exposer à de nouveaux dangers. L'influence de la littérature policière qu'elle avait dévorée depuis son adolescence se faisait ressentir, sans doute. Ses textes autobiographiques étaient cachés dans un fichier Word de son ordinateur. Elle ne savait pas encore ce qu'elle en ferait. Écrire avait été un acte thérapeutique, elle n'avait pas spécialement envie que ça tombe dans le domaine public. Qu'allait-elle faire du reste de sa vie? La danse, c'était fini, quant à fonder un jour une famille. Elle n'avait plus les mêmes atouts, même si elle restait une très jolie femme, surtout lorsqu'elle lâchait ses longs cheveux châtains. Dans la rue, les hommes continuaient à se retourner sur elle. Ils devaient juste se demander pourquoi elle dandinait de cette façon étrange et pourquoi elle baissait le regard comme si elle était devenue une honte de la société. Supporter leurs yeux dans lesquels elle lisait toutes leurs interrogations ou leur pitié était ce qu'il y avait de plus difficile. Elle pensa à sa maison de campagne héritée au décès de sa mère, à 2 heures de route du centre de Bruxelles, et située à l'une des entrées du village de Si. Les hommes s'appelaient les Sioux et les femmes les Siantes. Cela la fit sourire et la détendit. Depuis combien de temps n'y avait-elle plus mis les pieds? C'était devenu trop loin, trop ennuyant. Rémi Pearson, un jeune agriculteur, entretenait les lieux. Elle aurait dû la louer après le décès de sa mère. Mais qui irait vivre dans ce trou perdu? Des gens du coin ou des personnes qui voulaient se planquer? Elle n'avait jamais parlé de cet endroit à personne, même pas à Angelica Sidler. Elle ne comprenait pas trop pourquoi. Enfin, si. Elle était devenue au fil des années une vraie snob et préférait évoquer ses voyages à Tokyo, à Dubaï ou à Sydney, plutôt que des souvenirs d'enfance passés dans un bled à la lisière des Ardennes belges. Elle regarda son smartphone. Plusieurs messages l'attendaient sur WhatsApp ainsi que sur Messenger. Elle débuta par Messenger. Carole Lebeau. « Salut ma biche, comment ça va? Désolée de ne pas avoir pris de tes nouvelles plus tôt. Je voulais te laisser le temps de te remettre et ne pas te fatiguer. Bisous. PS, comptes-tu garder ton appart à Lausanne? Ça m'intéresserait de reprendre le bail à ta suite au cas où. » Lydie bloqua Carole Lebeau sur la multitude des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter. Elle n'avait plus d'énergie à perdre avec ces gens qui réapparaissaient toutes les lunes pour s'inquiéter avec fausseté de sa santé. Sur WhatsApp, elle reconnut le visage magnifique d'Alban Salkanovic, un ami, peut-être son seul ami qui lui restait dans le milieu de la danse. Yeux verts à faire chavirer n'importe quel cœur, un corps d'Apollon, mais 100% homo. De ce fait, malgré leur duo où transpirait leur complicité, il n'y avait jamais eu que de l'amitié entre deux et c'était préférable. Lydie avait cette conviction que ce sentiment durait plus longtemps que l'amour. Alban avait toujours été présent au cours de ces mois difficiles. Il était là le jour du drame. Il avait suivi comme un fou l'ambulance qui l'avait transportée vers l'hôpital. Il avait espéré qu'elle serait à nouveau un jour sous le feu des projecteurs. Il avait lui-même récupéré d'une grave blessure au genou. Mais un genou, ce n'était pas le cerveau. Elle appuya sur l'écran. Alban verrait ainsi qu'elle avait lu le message.
WhatsApp était une application envahissante qui lui donnait l'impression d'être surveillé. Alban était inquiet, il venait de recevoir une lettre anonyme, cachetée depuis les Pays-Bas. Celle-ci se résumait à 6 mots découpés dans un magazine. « Je sais tout pour la Belge ». Elle ferma les yeux. Les médecins n'avaient pas coché la case alcoolémie lors de la première prise de sang à son admission en salle de réanimation. Elle avait eu de la chance. Les analyses d'urine n'avaient quant à elle révélé aucune trace de drogue. Elle avait pourtant consommé du cannabis durant cette fête. Elle sentit à nouveau cette douleur derrière son sternum qui remonta jusqu'à sa mâchoire inférieure. Un banal reflux acide, qui mimait une crise d'angor, lui avait rassuré le spécialiste du cœur. Depuis son accident, elle connaissait tous les logs qui puissent exister. Neurologue, pneumologue, cardiologue, gastro-entérologue. Un psychiatre, une des rares spécialités qui ne finissait pas par log, avait attribué les symptômes à un excès d'anxiété. Depuis, elle prenait des médicaments contre l'acide gastrique et d'autres pour calmer ses angoisses. Il fallait qu'elle s'éloigne encore plus de la Suisse, de Bruxelles, d'Alban et de leurs petits secrets. Camouflée dans un paysage ondulé qui alternait forêt sur les crêtes, champs et pâturages dans les creux, Si lui parut tout à coup comme un îlot de paradis. Ce village minuscule était la planque idéale. Elle irait s'y poser le temps nécessaire, le temps de refaire le point sur sa vie. Au moins là-bas, plus besoin de se contenter de s'asseoir sur un banc dans un parc pour retrouver un semblant de nature. Cours pour flic débutant, leçon numéro 3. T'as vu ce que je suis devenue, Rémi ? Un vieux poulet au ventre dodu, pas de femme à mes côtés et des enfants qui me chient à la gueule. T'exagères un peu, Jean-Marie. Non, ils ne viennent me rendre visite que par obligation ou pour me réclamer du fric. Toi, si tu deviens policier, ne t'éloigne jamais de tes parents. Ma mère boude depuis que je lui ai annoncé que je voulais être inspecteur de police. Elle n'a pas tort. T'as vu où ça m'a mené ? 8 jours avant la découverte du corps. Rémi Pearson referma la grange, une construction ultra-moderne pour répondre aux récentes normes européennes, jusqu'à ce que des fonctionnaires s'amusent à en pondre de nouvelles. Il raccompagna le vétérinaire jusqu'à sa voiture et frotta ses yeux. La césarienne avait été effectuée d'une main de maître par Baudouin Milquet. Ses mains larges, proportionnelles à sa carrure, exécutaient toujours des gestes précis, imprégnés de 30 ans de métier. L'incision fut parfaite, l'extraction rapide. Le veau était bien portant et il tenait déjà solidement sur ses pattes. Mais à quand remontait la dernière fois où Rémi avait assisté à une naissance naturelle ? La race bleu-blanc belge, ce bovin à viande et fierté de la région wallonne, possédait une musculature impressionnante, cependant sa morphologie particulière avec ce bassin étroit empêchait tout passage par voie basse. On ne pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Les temps étaient durs, le lait ne rapportant plus rien, ses parents et lui vivaient grâce aux boucheries. Jusqu'à quand ? Les végétariens devenaient de plus en plus influents, proliféraient sans engrais et les critiquaient comme s'ils étaient le diable incarné. L'avenir de sa profession, Rémi le voyait gris comme ses yeux, et en ce qui concernait sa vie privée, ce n'était pas non plus le nirvana qui se profilait à l'horizon. Le jour de la Saint-Rémy, il remercia Dieu, s'il existait encore, de ne pas avoir pointé son nez à la Saint-Balthazar. Ses sœurs s'appelaient Rita et Bénédicte, elles aussi en l'honneur des saintes du jour de leur naissance. Le cadet avait été moins chanceux. Il portait le prénom d'Anthelme, rapidement déformé par Antenne, dès l'école maternelle. Il habitait près de la gare de Ciney, à 10 kilomètres de la ferme familiale. Du lundi au vendredi, il montait dans un train qui s'engorgeait d'arrêt en arrêt et effectuait 1h15 de trajet jusqu'à Bruxelles. L'horreur. Mais ses mains et ongles étaient toujours propres, ses week-ends libres. Il bénéficiait de congés payés qu'il consacrait, comme tout salarié qui voulait correspondre aux normes de la société, à des voyages en famille, en dehors des frontières du royaume. En 10 ans, Rémi s'était octroyé 2 semaines de vraies vacances, durant lesquelles il s'était éloigné de ses terres. La première fois, c'était pour assister au mariage d'un ami. Martial Dubois avait eu l'idée originale de passer la bague au doigt à une Hongroise et de célébrer leur union à Budapest.
Sa deuxième escapade était très récente, une folie dont il se remettait à peine, tant il ressentait encore l'effet du décalage horaire. Il s'était envolé vers la Caraïbe pour déposer une gerbe sur la tombe de Johnny Hallyday. Son idole reposait à Lorient, un village sur l'île Confetti de Saint-Barthélemy. Rémi avait fait ce long déplacement malgré sa peur viscérale de l'avion. La terre, c'était son ADN. Le ciel ne devrait servir qu'à apporter la pluie pour arroser le sol et permettre au soleil de rayonner pour faire croître les plantes. L'homme n'avait rien à faire là-haut et il n'y retournerait pas de sitôt. Il laissa s'échapper un bâillement tandis que le vétérinaire ouvrait la porte de sa Land Rover. Un éclat de fierté jaillissait des yeux bleus du docteur Milquet. « Belle bête, ce petit. Toutes tes vaches inséminées au printemps n'ont eu aucune fausse couche. Quelle efficacité, hein? Faut dire que rien que dans 1/4 de millilitre, t'as 20 millions de spermatozoïdes qui barbotent. Un taureau, ça reste un taureau, s'esclaffa-t-il le regard lubrique. Oui, mais il n'y a rien de plus naturel. Les yeux du vétérinaire prirent une teinte proche de celle des nuages menaçants. Rémi n'allait quand même pas se la jouer écolo, lui aussi. C'était une véritable épidémie qui s'abattait dans le pays. Autrefois, il pouvait les compter avec les doigts de la main, ces intellos dont les cheveux longs entremêlés voyaient rarement un peigne de près. Des gars qui avaient étudié la philo, ou pire la psycho dans cette région où jusqu'il y a peu, consulter un psy équivalait à se coller une étiquette de taré sur le front. Il attrapa Rémi par le bras. L'insémination artificielle, c'est absolument indispensable. N'oublie pas que grâce à ça, on a diminué le risque d'infection, on a sélectionné les meilleurs mâles pour la reproduction. Crois-moi, il n'y a que des avantages. Allez, bye, on m'attend à Porcheresse. Rémi se retint d'argumenter et jeta l'éponge. Il pourrait évoquer l'augmentation de la consanguinité que cette pratique avait provoquée et bien d'autres effets néfastes. Mais c'était une bataille perdue d'avance. Baudouin Milquet était originaire de Libramont, commune implantée au cœur des Ardennes belges, et passait les 60 ans. Autant dire que cela revenait à tenir tête à un vieux sanglier qui chargerait sans faillir. La fameuse dépression hivernale que Rémi éprouvait chaque année allait être plus sévère cette fois-ci, il le sentait. Il appréhendait le mois de janvier en particulier. Les guirlandes lumineuses des fêtes de fin d'année qui égayaient ces longues nuits avaient déjà été ôtées un peu partout. Il était debout depuis 5 heures du matin et se lever sans voir la lumière du jour était abrutissant. Son regard blasé suivit le démarrage sportif du vétérinaire. Malgré son âge, celui-ci aimait frimer au volant de grosses cylindrées. Il habitait dans une maison de maître à Amois, à 7 kilomètres à vol d'oiseau de là, avec une épouse toujours endimanchée. À l'époque, il avait mis le grappin sur la plus belle blonde de la région, et comme tout notable qui se respecte, il votait pour le Parti libéral amer et craignait cette montée du PTB, le Parti du travail de Belgique. Baudouin désirait avant tout qu'on paye moins d'impôts, une résidence secondaire en Provence et une autre au Portugal ne lui suffisaient pas. La Land Rover freina un peu plus loin, au milieu de la côte qui rejoignait la nationale, et s'immobilisa à hauteur d'un cavalier. Rémi reconnut la frêle silhouette de Benjamin Goffin, dit la crevette. Le jockey de 21 ans montait le fameux pur-sang Arabian Beauty, propriété de l'Anglais qui avait fait construire des écuries et une vaste maison contemporaine derrière la ferme du moulin. 3 semaines auparavant, Benjamin avait terminé à la première place de l'hippodrome de Mons. Il avait eu droit à son heure de gloire dans les journaux et les filles se moquaient moins de son mètre 67. Désormais, la belle Tania Roelland, qu'il avait ignorée durant le lycée, le suivait partout comme son ombre. Selon les derniers commérages, elle comptait se faire passer la bague au doigt. Tania n'avait pas envie de se casser les ongles en travaillant chez sa mère au salon de toilettage pour chiens. N'avoir pour seul horizon que la rue du Commerce et les cafés de la place Monceux de Ciney, trop peu pour elle. Être au bras d'un sportif à l'avenir prometteur était un investissement sérieux. La beauté, l'injustice la plus terrible selon Rémi. Les jolies femmes devaient fournir moins d'efforts qu'une laide. Il avait lu quelque part que c'était même statistiquement prouvé. La beauté et l'argent allaient aussi de pair. Il sentit son cœur se durcir comme la pierre de sa région. Il trouvait son physique insignifiant et ni son métier d'agriculteur, ni son mi-temps comme agent de quartier n'attiraient la jante féminine. L'amour est dans le pré, tu parles.
Seules les filles qui étaient tombées dans la marmite très jeunes pouvaient supporter cette vie à la ferme. Il vit le vétérinaire redémarrer et Benjamin Goffin lança son cheval au trot. Rémi préféra rentrer avant que le jockey n'arrive à sa hauteur. Il n'avait pas l'énergie suffisante pour saluer un gars à qui tout réussissait et qui nageait dans le bonheur. Il était presque 11 heures du matin sur la vieille horloge qui possédait encore un coucou fonctionnel. Sa mère avait dressé la table, une casserole remplie de soupe à l'oignon, un saladier en bois débordant de croûtons faits maison, 3 assiettes creuses tapissées chacune avec du fromage ou de postel, grossièrement râpé. La vue et l'odeur calmèrent quelque peu sa faim. Son père avait la respiration sifflante qu'entrecoupait une toux grasse. Rémi lui tapota le dos lorsqu'il passa derrière lui. Des jours que son vieux traînait cette crasse, mais Marcel Pearson ne ferait pas encore venir le médecin. Il l'appellerait, si et seulement si il était cloué au lit. Il n'allait pas changer ses habitudes alors que plus de 6 décennies d'existence pesaient sur lui. « Alors, m'fieu, tout s'est bien passé? Il est solide, le petit veau ?» « En pleine forme, soupira-t-il entre ses dents. « Ben, qu'est-ce que t'as, Rémi? On dirait que tu sors d'un enterrement, » s'inquiéta sa mère, dont le visage lui parut encore plus osseux. À 65 ans, Agathe Pearson était déjà voûtée. Sa silhouette frêle ne signifiait toutefois pas femme fragile. Il suffisait de croiser une seule fois son regard pour doser sa force de caractère. Combien en avait-elle remis à leur place rien que par cette lueur glaciale qui traversait ses yeux verts? Rémi aurait voulu répondre à sa mère qu'il vivait un deuil, qu'il devrait bientôt arrêter de produire du lait, vu le prix auquel on les obligeait à le vendre. Le début de la fin, à moins que ce ne soit la fin tout court. Il enchaîna sur toute autre chose pour ne pas tracasser davantage Agathe, dont le 6e sens de paysanne était plus aiguisé qu'une lame de rasoir neuve. « Demain, je dois faire un recensement. C'est le couple qui vient d'emménager dans la rue de l'église. Leur petit garçon est tout mignon. »« Ah oui, cela fait plus d'1 mois qu'ils sont là. En tout cas, ils ne vont pas à la messe. Je ne les y ai jamais vus. Je me demande d'ailleurs combien de temps encore on fera messe par ici. Déjà que c'est un noir comme prêtre. »« Maman !»« Ben, je ne dis rien de mal. Il faut appeler un chat, non ? » ?»« On croirait que tu le regrettes. » »« Pas du tout. J'étais juste un peu surprise au début. Aujourd'hui, il me plaît bien. Il a réussi à ressusciter la chorale. Mais sinon, qu'est-ce que t'as appris sur ces gens ?» enchaîna Agathe sur un ton méfiant. « Qu'ils sont français. » Ça, je le savais déjà. Et pourquoi des Français viennent s'enterrer Vessie ? Je n'en sais strictement rien, maman. Bizarre. T'en apprendras plus quand tu les interrogeras. En tout cas, ils sont spéciaux et pas très causants sur leur passé. En plus, l'homme vend des sous-vêtements pour femmes. C'est Camille qui t'a raconté ça, je suppose. Je suis un simple agent de quartier, pas inspecteur de police. Je dois juste vérifier qu'ils habitent bel et bien là, c'est tout. Le reste, c'est leur vie privée. Vie privée, encore des conneries tout ça. Quand on ne dit rien de soi, c'est qu'on a des choses à cacher. Et pour le cambriolage chez les Collignons, on a du neuf ? Questionna son père qui profita d'une accalmie de sa toux. Rien, des gars de la région de Charleroi probablement. La voiture avait été volée sur le parking d'un supermarché de Marchienne-au-Pont. Quel couillon, ce Philippe Collignon. Il n'a même pas bougé d'un pouce. Il les a laissés prendre tout ce qu'ils voulaient, sans réagir. Renchérit sa mère. Maman, il n'a pas eu l'occasion de se défendre. Il a été surpris et il était armé. Il vaut mieux ne pas jouer au héros dans ce genre de situation. Ce n'est que du matériel. Pas eu l'occasion, mon œil. Un couillon, je te dis. Ce n'est pas un exemple pour leur fils. Pauvre Martin. En plus, sa mère Hélène n'a pas l'air très heureuse. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Son expression du visage. Pourquoi avoir épousé ce Philippe ? C'est un mou. En tout cas, ces bandits, ils n'ont pas intérêt à essayer de venir faire la même chose Vessie. On a de quoi les faire déguerpir. Celle qui se considérait comme une véritable Ardennaise, parce qu'elle avait poussé son premier cri par accident à Bastogne, braqua son regard noir vers les carabines accrochées sur le mur, juste derrière son fils aîné. Selon la légende familiale, l'une d'elles avait servi contre les Boches lors de la célèbre bataille des Ardennes durant la Seconde Guerre mondiale.
la fierté de tout un clan. Rémi désapprouvait toutefois qu'elle apprenne à Martin Collignon à tirer sur les poules faisanes qui gambadaient dans les champs. Même s'il avait mûri et qu'il se montrait moins agité, le gamin avait encore un comportement étrange. Le laisser manier une arme n'était pas ce qu'il y avait de plus raisonnable. Marcel Pearson délaissa tout à coup sa soupe et quitta la table pour allumer le poste de radio. Ça permettait de couvrir un peu les commentaires de sa femme. 40 ans de mariage, c'était usant. Il était pourtant le premier à se faire du mauvais sang pour elle, comme la fois où elle était tombée de l'échelle en voulant repeindre un châssis. Une jambe cassée, 2 mois de plâtre, et devoir la supporter 24 heures sur 24 à l'intérieur de la maison. Le coucou de l'horloge venait de sortir et les infos de 11 heures étaient en cours. Un grave incendie avait ravagé le commissariat de Dinan. Les autorités envisageaient déjà qu'une partie du membre du personnel intégrât les locaux tout neufs de Ciney. Celui-ci, construit en rase campagne, avait fait couler beaucoup d'encre à cause de ses dimensions titanesques, disproportionnées par rapport à la taille du personnel et le faible taux de criminalité de la région. Le journaliste termina par une triste nouvelle pour ne pas changer. Qu'avait-il d'autre à balancer? Que M. Van Machin-Chose était heureux en couple avec sa femme et qu'il voyait le futur beau et lumineux? France Gall était décédé durant la nuit. Décidément, la joyeuse époque des yéyés était en train de s'éteindre en même temps qu'une certaine forme de la vie paysanne qui avait bercé son enfance. Rémi caressa Mister, son chien, qui réclamait un morceau de pain. Encore un être proche dont il craignait la disparition. Pourquoi cet animal de compagnie vivait-il un nombre si restreint d'années? Il pensa à ces fermes-usines de Hollande et d'Allemagne, robotisées à l'extrême, avec plus de 1000 têtes de bétail et où les vaches ne voyaient plus la lumière du jour, hiver comme été. Plus besoin de chiens comme le sien pour les conduire jusqu'à la prairie. Les gens consommaient néanmoins de ce lait. C'était moins cher. Certains n'avaient pas le choix. Fin de mois difficile, pouvoir d'achat en berne. Mais si l'on devient vraiment ce que l'on mange, l'humanité avait de quoi craindre pour son avenir. Son frère Anthelme avait eu les couilles de quitter cet endroit, ce métier. Oserait-il avouer à ses parents qu'il l'enviait? Qu'il se considérait lui-même comme un vrai couillon, du même ordre que Philippe Collignon? Il n'avait pas eu le cran de devenir inspecteur de police et de claquer la porte de la ferme. Chaque année, il allait chercher le dossier d'inscription pour les examens. Les documents s'empilaient dans un tiroir de son bureau. Jamais il ne franchirait le cap. Autant tirer une balle dans le cœur de son père et de sa mère, à bout portant. Il but la soupe qui avait refroidi. L'animateur radio annonça la diffusion d'un tube de France Gall pour lui rendre hommage. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Même dans sa tête, Rémi se sentait prisonnier de la fidélité qu'il devait à ses parents de perpétuer la culture de leur terre, l'élevage des bovins et autres bêtes à poil et à plumes. Seul petit échappatoire, sa fonction d'agent de quartier qu'il assurait pour les 3 villages, Si, Scoville et Moïville. Un job à temps partiel qui lui permettait d'avoir non pas un pied, mais quelques orteils dans la police. Cependant, hormis ce homejacking chez les Collignons, rien d'extraordinaire ne venait perturber l'existence paisible des habitants. Demain, lundi 8 janvier, après la traite matinale, il ôtera sa salopette bleue entachée du sang du veau pour enfiler sa tenue d'agent de quartier. En début de soirée, il sonnera chez ce couple français pour officialiser leur domicile. En France, une simple facture d'EDF ou de téléphone suffisait. Pas chez les Belges, on préférait vérifier sur place. Qu'allait-il faire le reste de son dimanche? Pas de promenade au bras d'une amoureuse, pas d'enfant à qui faire réviser une leçon. Son célibat inquiétait ses parents, surtout Agathe. Qui reprendrait le flambeau s'il n'avait pas de descendants? Ses neveux et nièces? Ils étaient encore loin de l'adolescence, et le temps qu'ils passaient hypnotisés devant des écrans leur ôterait l'envie d'épouser la dure vie d'un agriculteur. Il ne put s'empêcher de penser à Lydie Van Houten. Que devenait cette étoile filante qui avait dû retomber sur terre à cause de son accident? Elle donnait si peu de ses nouvelles. Pourtant, il entretenait à merveille sa maison de campagne, comme si un jour elle pouvait tout à coup débarquer. Rémi cherchait encore sa princesse. Une femme aussi belle et intelligente que Lydie ne courait pas les rues. De toute façon, qui s'en ticherait de lui? À moins de gagner un jour au loto? L'argent aimantait les beautés, comme les insectes étaient attirés par la lumière, au risque de s'y brûler.
Cours pour flic débutant, leçon numéro 4. Rémi, n'hésite pas à montrer que t'en as dans le pantalon. Laisse monter ta colère en toi, fais-la passer à travers tes yeux, puis envoie-la directement vers ton adversaire. Mon adversaire? Tu comprendras qu'avec certains voyous, ou pire les avocats, c'est une partie de boxe. Mais les KO, rien que du regard. Ou leur parler avec autorité? T'es pas un politicien. Le regard, c'est tout aussi efficace et ça paralyse beaucoup plus vite. 7 jours avant la découverte du corps. Quand Gwenola Kerjean poussa la porte, elle découvrit sous son porche un homme de taille moyenne, aux cheveux bruns, coupés très courts. Elle fut frappée par ses yeux gris, magnifiques, qui dégageaient cependant une mélancolie profonde. Sa veste étant ouverte, elle put lire sur son pull la zone de police à laquelle il appartenait, ainsi que son identité, Rémi Pearson. Elle porta son attention sur le classeur qu'il tenait des 2 mains. Esthéticienne, elle réprima son envie de lui récurer ses ongles noirs et de faire pénétrer par les pores de sa peau rêche une crème hydratante. Elle avait sûrement face à elle le prototype du mâle qui se contentait de se raser et de passer un peu d'aftershave sur ses joues en feu. Son visage lui était familier. Elle sut pourquoi. Il se promenait souvent avec son bouvier des Flandres. Il trouvait donc du temps pour sortir son chien, mais pas pour venir les voir. Cela faisait 1 mois qu'elle attendait cette visite. L'agent la fixait sans bouger, puis son regard changea tout à coup d'expression, comme s'il redescendait enfin sur terre. « Bonjour, Rémi Pearson, dit-il. Je suis l'agent de quartier. Évidemment, vu la taille de ce village et des 2 suivants, je suis le seul et unique. » Il offrit un léger sourire à cette jeune femme aux cheveux lisses, coupés au carré, noirs comme ses yeux. Il fut content du ton sur lequel il lui avait adressé la parole, avec clarté et un zeste d'humour. C'était mieux que la dernière fois où il avait presque bégayé. Depuis lors, il s'était entraîné devant le miroir de sa salle de bain en se mettant dans la peau de Clint Eastwood. Rémi avait toujours eu peur d'engager la conversation avec de parfaits inconnus, d'autant plus avec une femme. Cette visite était pourtant d'une plate banalité. Le but était d'effrayer ceux qui voudraient frauder le fisc en faisant croire qu'il s'agissait de leur résidence principale. En milieu urbain, il pouvait comprendre son utilité. Dans un village de 150 âmes, ce contrôle relevait plutôt de l'excès de zèle. Personne ne pouvait cacher quelque chose très longtemps, à part peut-être ses sentiments profonds. Et encore, s'il sonnait faux ou creux, il finissait par être mis à jour. Gwenola Kerjean avait adopté un air contrarié et il fut un peu dérouté par son attitude. « Bien sûr que je sais qui vous êtes. Eh bien, vous avez pris tout votre temps pour venir nous voir. Votre chien, par contre, vous ne le négligez pas. Mais entrez qu'on en finisse avec cette domiciliation. » Fauché par l'effet de surprise, Rémi perdut de sa prestance. Riposter dans la seconde n'avait jamais été son point fort, il lui fallait toujours quelques instants pour ruminer l'affront. Il revenait parfois à la charge un peu plus tard, ce qui déstabilisait les gens. Les mâchoires serrées, il passa devant Gwenola Kerjean. Son parfum était trop fleuri à son goût, et ses sourcils très épilés ne collaient pas avec sa voix sèche, où toute sensualité féminine avait disparu. Elle referma la porte derrière lui et replaça contre celle-ci le volumineux boudin qui empêchait le froid de s'infiltrer. Ils se retrouvèrent directement dans la pièce qui servait de salon et de salle à manger. Il admira le carrelage qui était toujours d'époque, avec de larges dalles en pierre bleue du Comte Rose. Pour combien d'années encore? Cette mode de vouloir tout remplacer par du soi-disant contemporain l'agaçait au plus haut point. Il aimait l'ancien et par-dessus tout celui de sa région. « Vous avez pris tout votre temps ?» Ce message toxique lui revint tel un vilain écho. Pour qui se prenait-elle? 3 naissances de veaux s'étaient succédé et chaque fois au beau milieu de la nuit. Le pire pour son organisme. Malgré le manque de sommeil, il avait dû assumer, en plus de ses fonctions d'agent de quartier, le travail de son père qui vivait au ralenti, affaibli par sa toux. Leur boulot très rythmé ne permettait aucun relâchement. Il fallait nourrir les bêtes, traire les vaches, nettoyer le matériel, 365 jours sur 365 jours de l'année. La balade avec Mister, c'était sa bouffée d'oxygène. La maison de Lydie Van Houten, son lieu de retraite. Il retint un soupir lorsqu'il prit place à la table de la salle à manger.
Il ouvrit son classeur et sortit le dossier de la famille. Il n'était qu'un flicaillon. Il aurait rêvé résoudre des enquêtes, sonder la psychologie des gens, découvrir l'origine du mal, car derrière tout crime, il y avait une chose immonde qui avait noirci le cœur et l'esprit. Mais ce n'était pas aujourd'hui qu'il pourrait entrer dans la peau d'un grand inspecteur. Ce début de semaine, dans la continuité du week-end, semblait vouloir le faire sombrer dans la déprime. Il se mit à ruminer, préparant sa riposte contre cette femme qu'il avait agressée gratuitement. « Alors, monsieur l'agent de quartier, qu'est-ce que je vous montre pour que vous soyez certain que nous vivons ici? Notre salle de bain avec nos brosses à dents? Nos lits défaits? La vaisselle qui date d'hier ?» lança-t-elle tout en disposant ses poings de part et d'autre de ses hanches fines. « Oh, pas besoin de tout cela !» Et il poussa sur ses talons pour faire pencher sa chaise vers l'arrière. « Ah bon? Vous allez me poser des questions? » ?»« Même pas. Je connais déjà l'essentiel. Votre mari part tous les jours à 7h45 et il revient le soir vers 18h30, sauf le vendredi où il ne rentre qu'à 20h. Il est représentant pour une célèbre marque de lingerie française. Il a pour secteur toute la province du Luxembourg. Il aime faire du jogging ainsi que du vélo. Quant à vous, vous quittez la maison à 8h15, maximum à 25, sinon ça vous stresse d'arriver en retard à l'école de votre fils. Sa maîtresse, figurez-vous, c'est justement ma cousine. Le monde est petit, hein? Si vous le dites. Après avoir déposé votre gamin, vous continuez jusqu'à Sydney. Vous passez une grosse demi-heure au club de fitness The Body Perfect. Un peu de tapis roulant, des exercices de musculation des bras une dizaine de minutes, et puis les jambes. Vous avez envie de garder un corps comme si vous n'aviez jamais porté un enfant, et c'est plutôt réussi. C'est Christine, l'une des coachs sportives, qui me l'a dit. Vous voyez qui c'est? Pas vraiment. Encore une cousine? Demanda-t-elle sur un ton condescendant. Presque, c'est une ex à l'un de mes cousins. La prochaine fois, vous ne pourrez pas la rater. Elle atteint le bout de ses cheveux en rose. Ensuite, vous enchaînez à 9h30 avec vos premiers rendez-vous au centre esthétique qui appartient à Dimitri Ampère. À 17h30, vous récupérez votre fils à la garderie de l'école. Il adore tellement y rester à cause du toboggan en forme d'hippopotame que vous avez du mal à l'extraire. Donc, ne vous en faites pas, je sais que vous vivez bel et bien parmi nous. Un sourire de satisfaction s'imprima sur ses lèvres. Une onde de plaisir le parcourut en contemplant la mine déconfite de Gwenola Kerjean. Œil pour œil, dent pour dent. Un dicton qu'Agathe Pearson avait inculqué à ses enfants, même s'il fallait toujours un peu de temps à Rémi pour le mettre en application. Gwenola retira ses poings de sa fine taille et les laissa retomber le long du corps. Elle avait accepté de s'enterrer dans ce bled pour qu'il change de vie, qu'il soit délivré du passé, qu'ils n'entendent plus toutes ces rumeurs sur leur dos, qu'on leur foute la paix. Mais ce type venait de lui réciter son emploi du temps de façon précise et cela faisait à peine 6 semaines qu'ils avaient emménagé dans cette région. L'agent de quartier avait dû être informé par Camille Allard, leur voisine d'en face. Cette vieille bique passait sa journée à les espionner. C'eût peut-être été mieux de se fondre dans l'anonymat d'une grande ville, cependant c'était ici qu'ils avaient trouvé tous les deux un contrat en CDI, le Graal du salarié. Rémi commença à rédiger son dossier. D'épaisses miettes de gâteau traînaient ci et là sur la table. Il reconnut l'odeur d'une pâte d'amande, probablement les restes d'une galette des rois. « Si vous n'avez pas besoin de moi, je vais m'attaquer à ma vaisselle. Mon mari ne devrait pas tarder. J'en profite que mon fils s'est endormi, la voiture l'a bercé, dit-elle en touchant presque du doigt les poutres en bois du plafond. Son téléphone dans une main, elle disparut derrière le rideau de velours gris qui séparait la cuisine de la pièce de vie principale. Gwenola avait trouvé un prétexte pour ne pas rester auprès de lui. Rémi l'imaginait mal en tailleur-jupe, en train de décrasser des casseroles. Elle devait plutôt surfer sur le net et les réseaux sociaux, l'occupation favorite des femmes. Elle ne lui proposa ni bière, ni café, ni même un verre d'eau. Si elle voulait s'intégrer dans la région, il faudrait qu'elle comprenne vite que cela faisait partie des us et usages incontournables que d'offrir à boire à un visiteur. Il scruta la pièce avant de continuer. Bien qu'il passât souvent dans cette rue pour rejoindre la drève piétonnière, cela faisait longtemps qu'il n'était plus entré dans cette maison. L'espace y était restreint, mais c'était suffisant pour un couple avec un enfant. Le veuf qui l'occupait avant eux était décédé 6 mois auparavant. Ses héritiers avaient préféré se débarrasser de la demeure familiale.
Dommage. Il était persuadé que le dernier fils, Thomas, très attaché à cette maison, l'aurait gardé. Les temps changeaient, les descendants vendaient sans aucune émotion. Ces murs qui renfermaient tant de souvenirs intergénérationnels se retrouvaient dans des mains étrangères. Il n'y avait plus de passage de flambeau. Les souvenirs disparaissaient et avec eux, l'âme d'un village. Il apposa le tampon officiel ainsi que sa signature qui lui conférait un maigre pouvoir. La famille Kerjean était officiellement domiciliée dans le village de Sy. Gwenola Simon, épouse Kerjean, née le 27 septembre 1989, Loïc Kerjean, né le 8 juillet 1943, et Nathan Kerjean, né le 4 mars 2014. Mais qu'est-ce qui avait bien pu pousser des gens de Saint-Brieuc à venir s'enterrer ici ? Leurs revenus n'étaient sûrement pas assez élevés que pour espérer une optimisation fiscale en s'expatriant en Belgique. Et pourquoi Dimitri Ampère avait-il engagé cette étrangère au lieu d'une fille du coin ? Lorsqu'il releva la tête, Gwenola se tenait à quelques centimètres de lui. Il lui tendit aussitôt le document. Elle le remercia du bout des lèvres. Cette nouvelle habitante lui déplaisait, alors qu'il était venu sans aucun a priori. Agathe avait vu juste, une fois de plus. Non seulement Madame Kerjean ne lui avait pas proposé à boire, crime impardonnable dans la région, mais elle était revenue près de lui à pas de loup. Toute ressemblance avec cet animal n'était pas de bon augure. Il s'empressa de prendre congé. Elle ne le raccompagna pas jusqu'au pas de la porte. Nouvel affront. Dehors, la pluie l'accueillit ainsi qu'un vent piquant. Le mari coupait le moteur d'une BMW clinquante qui semblait tout juste sortir de l'usine. Sans doute un véhicule de société. Plus besoin de travailler de longues années pour conduire une voiture de luxe. Comment les jeunes pouvaient-ils comprendre ce que c'était que l'argent gagné à la sueur de son front ? Il utilisait le terme jeune car il se sentait en dehors de cette génération. L'approche de la quarantaine le faisait basculer dans un âge flou où certains faisaient tout pour rester juvéniles, tandis que d'autres avaient accepté leur sort et se laissaient vieillir sans lutter. Loïc Kerjean se pressa de quitter sa voiture lorsqu'il aperçut Rémy. « Ah, bonsoir, vous êtes l'agent de quartier, je suppose ?» dit-il d'un ton jovial et en avançant une main chaleureuse. « Oui, exact. Bienvenue à Sy. Vous verrez, la région est splendide. Votre enfant pourra respirer l'air pur de la campagne, » répondit-il en se rendant compte qu'il n'avait pas énoncé les habituels mots d'accueil à sa femme, tant il l'avait trouvée désagréable. « Merci à vous. Je peux vous offrir un verre ? » ?»« Désolé, une prochaine fois, peut-être. J'ai du boulot qui m'attend encore ce soir à la ferme. » Loïc Kerjean avait toutefois marqué des points en lui proposant ce verre. Rémy remonta le col de sa veste et marcha à vive allure. Malgré la pluie, il était venu à pied. Dans le village, il préférait éviter de prendre la voiture de police par peur qu'on ne s'imagine qu'il l'utilisait à des fins personnelles. De mauvaises langues s'étaient déjà étonnées qu'il faille engager un agent de quartier pour si peu d'habitants. Il ne rentra pas tout de suite à la ferme. Il avait envie de parler à quelqu'un et de juste discuter. Pas question d'aller voir la bouillonnante Vinciane, même si le lundi était leur jour. Le seul être humain qui serait disponible à cette heure-ci et qui lui remonterait le moral était Jean-Marie Durieux, un ancien grand flic qui vivait comme un ours mal léché dans un chalet à l'une des sorties du village, celle en direction de Porcheresse. Fruit d'un métissage peu exotique entre une Française du Sud et un Belge, Jean-Marie avait effectué toute sa carrière à Lyon. Il avait opté pour cette ville pour une question de luminosité. Toutefois, pour ses vieux jours, il avait fait l'inverse des retraités belges qui migraient presque tous vers le soleil. Jean-Marie était revenu dans la région paternelle où le ciel gris l'emportait plus souvent sur le ciel bleu. Le cimetière où reposait son père était situé à une centaine de mètres à vol d'oiseau de son chalet. Ayant entretenu de mauvais rapports avec son paternel, il tentait de se réconcilier avec celui-ci en lui parlant devant son caveau. Jean-Marie prétendait qu'il ressentait ses réponses. Agathe Pearson, qui fleurissait fréquemment les tombes d'aïeuls ou d'amis partis trop tôt, le tenait pour sot ou pour quelqu'un qui se donnait des airs de fou pour impressionner son monde. Elle n'avait pas tout à fait tort. Jean-Marie était un personnage de théâtre. Quand Rémy déboula complètement trempé devant le numéro 22, rue des Marlières, il fut accueilli par des jurons. « Nom de Dieu de merde, ces foutus cats ont saccagé tous mes sacs poubelles. » Il attrapa quelques cailloux
pour les lancer en direction d'un chat noir, puis d'un gris qui le narguait en tardant à déguerpir. Cours pour flic débutant, leçon numéro 5. T'as vu comme c'est agréable ce jardin, Rémi? Moi, il ne me faut rien de plus. Pas besoin de partir en vacances et de se taper des autoroutes de bouchons. 2 transats, même pourris, un petit rayon de soleil, une couverture sur mes jambes, et c'est la Dolce Vita. C'est vrai, tu as une vue magnifique sur mes champs. Te moque pas. Et un bon conseil, choisis une maison où tu te sens bien et n'invite jamais de con ni d'avocat. C'est très important avec le métier que tu veux faire. Veille de la découverte du corps, 13 heures. Lydie Van Houten ouvrit le coffre de sa nouvelle Toyota munie d'une boîte de vitesse automatique. Elle avait opté pour ce modèle, non pas pour sa caméra de recul que lui avait vanté le vendeur au sourire affable, mais pour la qualité du son émis par les haut-parleurs. Une sonorité parfaite. Un détail pour d'autres, un atout essentiel pour elle. Elle venait de faire la route, bercée par Rêverie de Debussy, qu'elle avait écouté en boucle. Le piano avait rendu ce temps cafardeux, romantique. La musique l'avait aussi empêchée de s'énerver sur des chauffards. Pourquoi certains cherchaient-ils à tout prix à tuer ou à blesser quelqu'un? Rien ne les freinait, même pas la présence d'enfants à l'arrière d'un véhicule. Il fallait qu'ils gagnent quelques minutes sur leur foutu trajet, quelles qu'en soient les conséquences. Sa valise était prête à craquer tant elle y avait entassé vêtements et livres. Comme convenu avec Rémi Pearson, elle trouva la clé sous le paillasson. Elle ouvrit avec hâte. Dans le hall d'entrée, 3 portes se présentaient à elle. Sur la gauche, la cuisine. Devant elle, l'accès à l'étage. Sur la droite, la salle à manger suivie du salon puis de la salle de bain. Des pièces en enfilade, peu pratiques. Elle fit le tour du rez-de-chaussée, puis descendit à la cave. Creusée directement dans la roche, celle-ci gardait une température quasi identique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.